travailler aujourd'hui sur la gouvernance dans nos lieux, la gouvernance qui est assez centrale justement dans ces espaces communs. En quoi font-ils commun? Et la gouvernance a une grande part là-dedans. Elle fait suite du coup à la session historique politique sémantique des espaces communs que certains et certaines d'entre vous ont pu faire au mois d'avril sur 5 jours. Et on a pu avancer lors des 2 derniers jours de cette session, avancer collectivement, si ce n'est vers une définition, au moins vers des principes d'action du commun. Alors, attendez, j'arrête de partager. Ouais, non, c'est bon, le recording est bon. Tac. Voilà, c'est quoi les principes d'action du commun lorsqu'il atterrit sur des lieux, vers ces espaces communs? On ne reviendra pas dessus, mais je vous ai mis dans les slides là, qu'on va partager sur les slides publics un document qui est in progress, qui sera fini à la fin de l'été et qui recentre toutes les vidéos, la facilitation graphique de Mailing, certains travaux d'étudiants également, et ça fait un petit package de 100 slides où on a pu documenter, c'est ce que nous permet Zoom, documenter l'ensemble de la session et qui sera partagé par la suite. Gouvernance et commun, l'un des principaux enseignements de la session qu'on a fait la dernière fois, à la suite des théories d'Aliénor Ostrom, mais aussi du bouquin de Dardo Laval, Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, c'est de voir les communs non pas comme des biens communs, mais de voir les communs comme les différentes modalités au travers desquelles une communauté intentionnelle, un collectif, va se mettre autour d'une ressource mutualisée, une ressource en commun, qui peut être un lieu dans notre cas, et qui, autour de ce lieu, de cette ressource, va inventer ses modes de gestion collectifs, ses espaces-temps de réflexion et d'arbitrage, ses modes de décision, ses rituels collectifs, ses histoires, ses récits, ses antécédents et la manière dont ils vont écrire le fonctionnement à venir. En un mot, la gouvernance. Donc l'articulation entre gouvernance et commun est assez centrale et on va le voir tout au long de ces 2 jours. Le DU est un espace de déconstruction un petit peu et de recul critique, de mise en question collective d'effets de mode et parfois de neuf langues. Et le mot gouvernance, il est très connoté, il est très utilisé, à tort et à travers peut-être. On le voit énormément dans des articles de presse, ça fait partie de la novlangue aujourd'hui des dossiers de subvention. Et il y a une injonction tacite, ça se voit par exemple dans l'AMI Fabrique de territoire du CGET, à avoir une gouvernance ouverte, avoir une gouvernance partagée ou une gouvernance distribuée, ça dépend des termes. Et il y a un enjeu, et c'est peut-être l'espace de DU aussi, de crever ces éléments de langage, de redonner du sens aux mots, et se questionner aussi, problématiser sur le pourquoi de la gouvernance, pourquoi on ouvre la gouvernance, à quel endroit, à quel moment, quel est le fait recherché, ça on va en parler très vite ensemble. Et quelles sont les implications de ce mouvement d'ouverture de la gouvernance, que ce soit au niveau micro, le lieu, au niveau opérationnel, le quotidien, et au niveau macro, c'est quoi la vision sociétale que l'on défend en ouvrant cette gouvernance? Est-ce qu'on cherche une fabrique de la ville plus participative, plus ouverte, plus bottom-up? Encore plein d'éléments de langage, plus inclusive, qui va susciter l'engagement, l'appropriation, la contribution. En tout cas, la gouvernance, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est un processus, ça c'est assez important. C'est une idée qu'on a envie d'amener, un processus qui a questionné sans cesse dans un recalcul constant entre les intentions et les apprentissages du terrain. On ne déclare pas une gouvernance, elle se fait, elle s'itère. Et derrière la gouvernance, il y a 2 notions centrales qui sont celles de la contribution, comment on permet la contribution, l'engagement, l'appropriation, et la deuxième, c'est l'impact, quel impact on recherche par l'ouverture de cette gouvernance. Moi, je suis allé voir Larousse, parce que je ne savais pas trop ce que voulait dire la gouvernance avant de préparer cette session. Donc, meilleur ami Larousse. Et il y a 3 définitions: action de gouverner, manière de gérer, d'administrer, et art de gouverner indépendant de l'autorité étatique. Et donc là, on va parler des différents acteurs de la société civile. Nous, sur cette session, on a choisi de se mettre sur les 2 premières définitions. Donc, action de gouverner, manière de gérer, d'administrer. La gouvernance comme des modalités évolutives qu'a un collectif à organiser ses règles de fonctionnement et de prise de décision. On ne parlera pas du point 3 qui se rapproche plutôt d'une autre acception de la gouvernance, qui est la gouvernance urbaine. Quel type d'acteurs, quelle partie prenante, et ça on le verra dans une prochaine session focus qui aura lieu en 2021 sur les acteurs de la fabrique de la ville. On a le temps de voir. Il y a une autre acception de la gouvernance qui est très diluée, diffusée dans les champs de la théorie du management, avec notamment un best-seller vert également de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, vers des communautés de travail inspirées, qui parlent de gouvernance distribuée et qui allait à la recherche un petit peu partout dans le monde d'organisations qui remettent en question la verticalité managériale, le leadership, et qui va œuvrer à l'incapacitation des salariés.
Donc, pour chercher des externalités positives comme la motivation, le sens, l'authenticité au travail, l'efficacité de la mise en œuvre également, et en ligne de mire, vous l'avez deviné, une plus grande productivité. Ce bouquin a fait date. Donc c'est un champ qui est issu de l'innovation managériale, mais les modélisations qui sont à l'intérieur de ce bouquin sont assez intéressantes. Et je vais me permettre une micro-parenthèse pour, pour qu'on l'ait tous un petit peu comme un socle culture générale à celles et ceux qui voudront de pousser plus loin et potentiellement de le lire. Alors, il y a une modélisation intéressante. Moi, ça me gêne un petit peu parce qu'il y a une espèce de darwinisme ou d'évolution Pokémon, vous allez voir très vite, avec des stades d'évolution, des stades de maturité des organisations. Je vous fais un résumé très, très bref. Là, c'est une facilitation graphique que j'ai piquée à une session sur la gouvernance du DIPCO Co-Design. Et en fait, Frédéric Laloux, il regarde dans toute l'histoire occidentale notamment, l'histoire de la société, quels sont les différents degrés de maturité des organisations et comment petit à petit, on assiste à une évolution des organisations vers une réduction de la violence par l'invention de règles, de cadres, de hiérarchie. Et alors, donc, on aurait le stade infrarouge, impulsif. Donc là, il n'y a pas de hiérarchie, mais du coup, c'est la loi du plus fort, la violence. On arrive, donc là, c'est plutôt le modèle de la famille. On arrive au stade magique ou conformiste, où là, ce sont des petits groupes familiaux qui ne vont pas excéder 12 personnes. C'est le modèle d'une tribu. La violence reste présente, mais on essaye de l'encadrer avec des rites communs. La division du travail est assez sommaire. Seuls les anciens ont un statut à part et une certaine autorité. Donc là, le modèle, c'est plutôt celui de la mafia, le stade conformiste. On passe ensuite au stade de la réussite, où petit à petit, on va essayer de mettre au centre la maîtrise de soi pour réduire justement cette violence, cette agressivité, l'autodiscipline. Du coup, on a une morale simple, des lois immuables. L'autorité n'est plus détenue par une personne, mais par son rôle. Et c'est comme ça que se créent les premières hiérarchies. Donc, ça peut être l'école, l'armée, comme autant d'exemples. Ensuite, on a le stade du pluralisme, le stade vert. Ça, c'est l'avant-dernier stade, selon ce darwinisme de Frédéric Laloux. Pluraliste, il n'y a pas que le succès ou l'échec, le monde est plus vaste que cela. Le ressenti des gens au sein des organisations prend de l'importance, chaque point de vue est respecté. C'est surtout au XXe siècle que ça va prendre naissance. Ici, les relations sont plus importantes que les résultats. Dans ce paradigme vert, il est essentiel de recueillir l'avis de tout le monde avant de décider. Le chef est au service de ceux qu'il dirige. Cependant, l'absence de règles lui pose certaines fois de gros soucis. C'est un paradigme qui est très présent dans certaines universités, notamment dans le champ associatif, des petites structures assez ductiles, agiles, dirons-nous, et le champ militant également. Et puis, il y a cette espèce de darwinisme, parce que chez Frédéric Laloux, c'est un peu un accomplissement. Il y a le stade opale, le stade intégral, où l'enjeu, c'est de prendre de la distance par rapport à l'ego, de reposer sur des valeurs qui sont autres que celles du résultat ou de la performance, mais plutôt de la confiance et de l'abondance. On va rechercher ce qui est juste de faire au sein de l'organisation. Et les erreurs, les obstacles vont faire partie intégrante d'un processus de construction de l'organisation. Et ça, du coup, il en a fait son petit dada. Il accompagne des organisations pour accéder au stade opale, où il n'y a plus d'échec, où il n'y a plus d'ego, où on dilue un petit peu la personne dans le projet. Moi j'ai un petit peu de mal avec cette vision des choses. Mais en tout cas, au-delà de l'introduction de la culture générale de ce bouquin, c'est important de l'avoir en tête. Ce qui est important, c'est de montrer que les questions de gouvernance et qu'on traite aujourd'hui, elles sont liées à des enjeux et à des états de maturité d'une société à un moment donné, à des visions politiques du monde du travail, la place des salariés, la place des hiérarchies, la place du travail aussi, et la valeur qu'on donne à ce travail, et donc de la société en général. Il y aura une autre entrée théorique qui va être faite tout à l'heure par Margot, une collègue d'Encote, sur les modèles de gouvernance. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la gouvernance, il ne faut pas la voir comme un objet isolé du fonctionnement d'un lieu, mais c'est quelque chose qui est central, vous vous en doutez bien, et systémique, qui est en lien organique avec l'ensemble des autres composantes et activités. Quand on parle de gouvernance, on ne peut pas du tout faire abstraction de en quoi la gouvernance elle est affectée par les flux financiers, et qu'est-ce que dit la gouvernance de la prise de risque et des différentes échelles financières des parties prenantes. On ne peut pas faire l'économie non plus de parler de la responsabilité. Qu'est-ce que dit la gouvernance de la responsabilité de chaque partie prenante au sein de l'organisation. On parle de mode de prise de décision.
Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'on prend les décisions de la même manière quand on est dans un temps un peu de croisière où tout va bien, ou un temps de crise où potentiellement ça se reverticalise? On ne peut pas parler de gouvernance sans parler de propriété. Qu'est-ce que va dire le rapport de propriété d'un lieu dans la manière qu'on a de le gouverner? On va parler de rôle et de ressources humaines également, et de forme juridique. Et comment la structuration juridique d'un lieu va-t-elle servir ces modes de gouvernance, qu'on soit une SIC, une SCOP, une SAS ou une association? Il y aurait un travail de recherche, et sans doute que ça existe, et je suis preneur si vous avez des idées. Il y aurait un vrai travail de recherche à faire sur les biais cognitifs d'une structure juridique. Et le fait d'avoir une SIC ou une SAS ou une association, qu'est-ce que ça va faire dans même le corps des membres et dans la manière, dans le corps du collectif, dans la manière de prendre les décisions, dans les valeurs aussi cognitives qu'il y a dans cette organisation. Qu'est-ce que la forme juridique va induire dans la manière implicite de nos rapports au travail, à la rétribution, à la valeur du travail qu'on donne, au poids de la décision. En un sens, donc là, je vous ai mis des captures d'écran de lieux infinis, où sur les dernières pages, ils ont essayé de représenter les modes de gouvernance de ces lieux infinis à la Biennale de Venise. On le verra, là, le parti pris de représentation est un parti pris assez organigrammesque. Donc, c'est des gros blocs, comment ils fonctionnent les uns par rapport à les autres, mais il y a quelque chose d'un petit peu figé. Et justement, on va travailler notamment avec Maïline demain sur la représentation et comment on peut représenter différentes strates, différentes couches de compréhension de la gouvernance, que ce soit les flux financiers, la responsabilité, mais également l'ego, l'affect, les conflits, pour sortir un petit peu de cette vision un peu figée. Sachant que la gouvernance, comme on l'a dit, est un processus qui est en recalcul constant et qui a énormément d'entrées dans ce champ-là. La gouvernance, en tout cas, c'est une micropolitique, et c'est pour ça que je vais beaucoup vous parler de ce bouquin lors de cette session, Micropolitique des groupes pour une écologie des pratiques collectives. Elle est intrinsèquement liée aux différentes formes que prend un collectif et les manières dont il va évoluer, osciller, inclure, exclure, se reconfigurer, permettre aussi à des membres de partir, de quitter le navire. Donc c'est une micro-politique des groupes et il faut faire attention à des aspects beaucoup plus humains également que la responsabilité, les flux financiers. Mais on parlait d'affectif, parlait d'ego, parlait de reconnaissance, parlait de conflit du collectif comme autant de pivots de son histoire. Il s'agit de comprendre la manière dont la gouvernance s'exprime par ses espaces-temps, par ses rites, par ses réunions, combien de temps ça dure, qui est, comment on commence une réunion, comment on la termine, comment on en rend compte, comment on la documente, ses modes de transcription, de documentation. Et ça, on en parlera beaucoup mercredi. La gouvernance opérationnelle, comment au plus près du terrain, la gouvernance se fait, s'incarne. La gouvernance, c'est un processus, ça je vous l'ai beaucoup dit. Et il y a un aller-retour constant, et c'est un peu comme ça qu'on a construit la session, entre la théorie, la modélisation, les organigrammes qu'on a pu voir, ou ce que vous montrera Margot, des grands modèles, et comment les recomposer, remodeler, questionner, mise en doute, et comment elle évolue à l'épreuve du terrain. Donc, elle fonctionne par ajustement progressif. Et il y a une super métaphore dans Micropolitique des groupes que vous avez là, du coup, et également sur ma slide, qui est celle de la charpente d'un côté, donc un système de règles fixes, un cadre qu'on va poser, quelque chose qui permet de guider le collectif, et de l'autre côté, un mouvement, et qui sans cesse va travailler contre ou pour cette charpente, qui va à chaque fois la faire varier petit à petit. Donc, je vous ai mis des citations, je vous les lis ici très vite. La charpente définit et indique donc un certain nombre de repères dans lesquels le groupe et les corps qui constituent le pouvoir ont voyagé. La charpente indique, elle suppose, elle permet, mais elle ne nous dit pas grand-chose sur les mouvements qui s'opèrent en son sein. Et ça sera un enjeu pour nous de montrer un petit peu ces mouvements au fil du temps. Et la charpente peut ouvrir au mouvement, mais elle ne peut pas le créer. Elle peut freiner le mouvement, mais elle ne peut pas l'empêcher. Il s'agit donc de relativiser l'importance de la charpente. Elle est en somme seconde par rapport au mouvement du groupe. Elle n'en est que la fixation provisoire et a posteriori. Et justement, dans ce type de représentation, on a beaucoup plus la charpente, mais assez peu le mouvement, la manière dont ça va évoluer, osciller. Et nous, on va essayer, en tout cas, c'est un des enjeux, d'être autant attentif à la charpente qu'à ce mouvement. Et dernière citation, dans une histoire collective, deux lignes vont cohabiter. Tantôt, le groupe produira une énergie qui bousculera la charpente qu'il s'est fixée. Tantôt, un devenir fonctionnaire s'emparera de lui. Il n'y a pas d'exclusivité, les deux mouvements peuvent avoir lieu au même moment, chacun avec des intensités différentes. Et enfin, on avait à cœur de finir cette introduction avec Julie, Clotilde et Sabrina, avec qui on a préparé cette session, et pour faire suite un petit peu à ce que nous disait Cécile Diguet
de l'Institut Paris Région lors de la dernière session sur le référentiel politique historique. Nos espaces communs, on en parle beaucoup avec des termes très amélioratifs, que ce soit dans le DU, que ce soit dans la presse ou que ce soit dans des revues universitaires. Nos espaces communs, ils ont beau apparaître comme des lieux de possible, des modes de faire alternatifs, des alternatives à l'économie marchande, à la ville fonctionnaliste. Se pose la question de la représentation, de la représentativité dans ces lieux comme partout ailleurs. Et peut-être davantage dans ces lieux qu'on pense cool, où là, où on se dit que tout va bien, qu'on travaille à l'alternative, et du coup, on élude cette question de la représentation, de la domination. Et ces lieux seront vraisemblablement et véritablement des communs. Ces lieux seront vraisemblablement et véritablement des alternatives quand ils parviendront à transcender les violences symboliques, les violences hiérarchiques, les schémas de domination, dont patriarcaux. Et donc, se posera la question aussi pour nous, et ça nous semble important de l'avoir en tête tout au long de cette session, quel modèle permet de se prémunir de ces écueils ou au contraire les cristallise. Sur la manière dont on a construit la session, ce matin, on va avoir pas mal d'introductions théoriques, dont la mienne, puis Margot qui va arriver avec plus de théories encore, qui nous parlera de modèles de gouvernance, de grandes modélisations. Vous imaginez bien que on le prendra comme apport, mais ça sera aussi une base à déconstruire tout au long de l'après-midi, en se disant comment ce modèle vient être modelé par le terrain. Et on va finir la matinée par problématiser, en se disant, OK, on parle de gouvernance, mais pourquoi la gouvernance? C'est quoi l'impact qu'on recherche en ouvrant cette gouvernance? Et ça, on le fera collectivement. Il y aura une restitution en fin de matinée. Cet après-midi, il nous a paru hyper important de justement crever cette théorie pour aller vers des cas d'usage, donc de la théorie vers la pratique, et de voir différents modes de gouvernance d'espaces communs. On aura 4 lieux, 4 intervenants et intervenantes. On vous les présentera en fin de matinée pour essayer de voir la gouvernance comme un système complexe. Demain matin, on verra 3 autres lieux. Et là, on va essayer de descendre encore plus vers la gouvernance au quotidien, ou ce que j'appelle la gouvernance opérationnelle. C'est quoi les rites? C'est quoi les outils? C'est quoi les espaces-temps de la gouvernance dans ces lieux? Et avec différents degrés de maturité de lieux, des lieux qui vont se monter, des lieux qui ont un certain historique et des lieux dont une partie de l'équipe prépare son départ et comment on passe le relais et comment la gouvernance prend un rôle central dans ce passage de relais. Et enfin, demain après-midi, et notamment avec Maïline, on se posera la question de la manière de représenter la gouvernance et justement comment s'abstraire un petit peu de ces organigrammes, de ces choses un petit peu figées, et comment on peut faire rentrer, représenter, donner à voir la multiplicité des filtres, égaux, affects, rapports de domination, flux financiers, responsabilités, structures juridiques, qui viennent informer la gouvernance dans ces lieux. Donc voilà un petit peu pour mon introduction. Un grand merci pour ça, et je crois que Margot est arrivée. Oui, je suis là. Salut Margot.